Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit ça... Parce que si vous acceptez le règne de l'arbitraire, que le règne de l'arbitraire s'applique sur quelqu'un, fût-il votre pire ennemi, mais demain, ce même règne va s'appliquer à vous. Donc, en défendant les gens, même lorsqu'ils ne sont pas du même bord politique que nous préparons nous-mêmes notre avenir. Parce que les mêmes causes reproduisent inévitablement les mêmes conséquences. Voilà, donc on doit se satisfaire. Mais les gens se comportent comme si, après Biya, le Cameroun va cesser d'exister. Ahidjo, il a fait ce qu'il a fait. Moi, j'avais 18 ans quand il quittait le pouvoir. Mais on ne savait pas qu'Ahidjo allait partir un jour. André-Marie Mbida avant lui. Ahidjo est parti. On a Paul Biya. Paul Biya va partir. Ahidjo est parti, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Biya, ça sera pareil. Si le professeur Kamto est élu, il fera ce qu'il a à faire. Il ne va pas développer, il va pas transformer le Cameroun en paradis. Il jouera sa partition et il va s'arrêter là où il s'arrêtera. Quelqu'un d'autre prendra la suite, et ainsi de suite. Les hommes sont passagers. Et le Cameroun a vocation à rester éternel. Mais quand on parle de ces lois, ce n'est pas pour faire plaisir ou pour être désagréable à Paul Biya. On ne va pas bâtir une nation sur le règne du faux, en commençant par notre constitution, la loi fondamentale. C'est-à-dire que c'est la base de tout. Vous ne pouvez pas construire une maison sur des bases fragiles. Donc, le parallèle que je faisais tout à l'heure par rapport au débat, c'est-à-dire le débat sur le mandat impératif contre le mandat représentatif, renvoie à deux conceptions philosophiques. C'est-à-dire Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu. Souveraineté populaire contre séparation des pouvoirs. Parce qu'on arrête, il n'y a qu'une force plus forte pour arrêter un pouvoir abusif. On a l'habitude de dire en anthropologie qu'on coupe le fer avec le fer. On éteint le feu avec le feu. Mais les gens du RDP se sont bousculés parce que pendant très longtemps, on les a laissés faire. Mais pour la première fois, ils ont affaire à des personnes qui leur donnent la réplique. Pied à pied, qui leur disent non, monsieur, malgré. Wilfried disait quelque chose de très important tout à l'heure, le culte des diplômes. Et ça, c'est une mentalité très française et très francophone. Le diplôme, c'est quoi? Très de belles choses. Hein. Faut que je le rende. Le diplôme, c'est quoi? C'est juste pour dire que voilà, Wilfried est venu chez moi, j'ai certifié que je lui ai appris à réparer la bicyclette et je lui donne un certificat. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est plus doué que Wilfried, qui sait faire mais juste parce que moi je lui ai pas donné le certificat, Wilfried ne le dépasse pas. Mais Wilfried, lui, il a besoin de ça pour dire que voilà, on atteste qu'il a été apprenti chez M. Dupont. On lui a appris à monter à bicyclette, à faire ceci, à réparer des chaînes. C'est ça le diplôme. Ce n'est rien d'autre. Le diplôme ne te rend pas plus intelligent. On est en train de parler d'un sujet et c'est très camerounais. Nous, les anthropologues, on appelle ça les fétiches. On est en train de discuter avec quelqu'un, il te dit je suis professeur d'université. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le contexte? What has that got to do with something? Comme on dit. Voilà. On discute d'un point précis. Et puis la Constitution, la sœur Emma Rose l'a dit remarquablement, mais ça doit être banalisé. Ça doit être banalisé. Même le réparateur radio, même le gars qui est au métro, qui vend les tickets de métro, il doit connaître parce qu'il faut connaître ses droits. Parce que si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas les revendiquer. On les revendique parce qu'on ne connaît pas. On devait vulgariser cela. Mais vous avez construit un pays de faux universitaires qui ont précipité le pays au bord de la banqueroute et vous vous faites prévaloir de ça. Mais ça n'a strictement rien à voir. Nous, on a ici une ministre, elle est ministre de quoi déjà? Ministre des Finances, elle n'a aucun diplôme. On a plein de gens ici comme ça. On a eu un premier ministre ici qui n'avait aucun diplôme. Il était John Major. Il n'était même pas chauffeur de bus. Il vendait les tickets à l'intérieur du bus, mais il s'est formé dans le contexte politique. Il a présenté un programme de société que les gens ont approuvé. Et c'est là où nous en venons à la nuance entre la légalité et la légitimité. Quelqu'un me disait l'autre jour que le professeur Campton n'avait pas de légitimité. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par légitimité? La légitimité, c'est l'adhésion à quelque chose. On peut vous obliger de respecter la légalité parce que la légalité, c'est quoi? C'est le respect des règles. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, mais la légalité, c'est cela.
la conformité à la loi, fût-elle bonne ou mauvaise. Mais la légitimité, c'est tout autre chose. Et il y a des gens qui se reconnaissent en Maurice Kamto, qui adhèrent à sa façon de voir la société. De ce point de vue, il est légitime. Le volume est tellement bon. Professeur, mon frère, continue. Continue seulement, continue. Non, non, sérieusement, regardez ce qui s'est passé chez nos frères de la Guinée équatoriale. On avait confié ce dossier au professeur Kamto. Je ne parle pas du différend frontalier ou maritime. Je parle de la situation où le professeur Kamto avait défendu l'immunité du fils du président là-bas, qui est aussi vice-président du pays. Les droits qu'il avait fait valoir. Parce que quand on avait confisqué les biens dits mal acquis, il était question qu'on les vende et qu'on donne le fruit de cette vente à des organisations humanitaires en France. Le professeur Kamto a fait valoir que ce n'était pas possible. C'est un vol. Voilà, ce gars est vice-président chez lui. Si vous voulez faire les choses, cet argent retourne à l'État équato-guinéen. Toute la presse britannique avait applaudi. Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve que le professeur Kamto n'a pas de mérite. Et ça fait rire. Ça fait rire parce que vous voulez conserver le pouvoir, vous voulez brûler ce que nous avons de cher, que le monde entier nous envie. Le professeur Kamto a représenté des pays comme le Niger, beaucoup d'autres pays. Mais vous pensez que dans ces pays, il n'y a pas de juristes? Il y en a, mais c'est lui qu'on prend. Moi, je ne suis pas du MRC, mais moi, j'adhère à la pensée du professeur Kamto. S'il arrivait au pouvoir demain, je ne serais pas du MRC. J'appartiendrais à ce qu'on appelle la majorité présidentielle. François Mitterrand a été élu avec l'étiquette du Parti socialiste. Mais des gens comme Pierre Berger et beaucoup d'autres ont voté pour François Mitterrand, pas parce qu'il représentait le Parti socialiste, pour ses idées personnelles. Parce que tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut faire un parti politique, y compris moi qui vous parle. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un derrière. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait le charisme pour porter ses idées. Et le professeur Kamto, il a dépassé les clivages. Et c'est pour cela que dès qu'on tend le micro à Elim Bilobé, il devient fou. Parce que ce que lui renvoie le professeur Kamto, ce sont ses échecs personnels. Et c'est pour ça que les amis, je vous supplie, ne donnez pas la tribune aux gens qui nous dénigrent. En voulant jouer aux démocrates, ça ne se fait pas. Ouais, papa, pardon, dis encore ça. Pardon, dis encore ça. Ramadan, écoute bien. Vous tendez... ça. Pardon. Ce que nous sommes en train de faire, vous ne savez pas qui vous écoute dans le monde entier. Moi, je vous écoute depuis plus de 2 heures. Ce n'est que maintenant que vous me voyez parce que j'ai demandé à venir. Mais je vous écoute depuis plus de 2 heures. Mais cette tribune que vous avez là, mais les gens vous regardent partout. Vous donnez la parole à un idiot pour venir dire des choses ici. Mais vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Ce panel devait être un endroit où nous battons campagne, où nous vendons nos idées. Mais vous ne donnez pas la parole à des idiots, qu'ils aillent faire ça chez eux, mais pas ici. Voilà, ça dit ne jouez pas aux démocrates à l'envers. Vous ne leur donnez pas la parole. Dès qu'il dit le premier mot, vous le descendez. Parce que la politique, c'est l'apparence. Mais c'est ce qu'on dit. Si demain vous dites, M. Dupont est un pédophile, je ne le suis pas évidemment. Mais est-ce que je vais aller chez tout le monde pour dire que non, vous voyez, Ramadan a menti sur moi, je ne suis pas... Quelqu'un a déjà entendu ça. Ça va partir comme un feu de brousse. On va dire, mais non, le gars là, c'est un pédophile. Mais pourquoi? Parce que vous lui avez donné la tribune de dire ça. Il y a des gens ici qui montent, qui disent des incongruités. Attends, le professeur Kamto, on peut tout lui dénier, mais on ne peut pas lui dire que du droit, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc les amis, je vous supplie, je vous implore, nos plateformes doivent être des gens qui cautionnent notre cause. Je suis d'accord, je supploie, je valide, je confirme. Pardon, envoyez les cœurs à Jean-Pierre Dupont. Envoyez les cœurs, envoyez les cadeaux. Et autre chose, là c'est le marketeur qui parle. Si Wilfried, nous sommes du même bord politique, si j'ai quelque chose à dire à Wilfried et que je vais le contredire sur un point, je ne le ferai pas ici.
Je vais lui écrire en inbox pour lui dire, camarade, tu t'es trompé sur tel point. Parce que je ne vais pas donner à l'adversaire des armes pour nous détruire. Merci, papa. Merci. Nous sommes en campagne électorale. Oui. Voilà. Donc, si mon frère Félix dit quelque chose qui n'est pas correct sur les gens du ADPC, je ne vais pas lui dire non, Félix, ils ont quand même fait ça, je ne le ferai pas. Je vais lui dire en public, je vais lui dire en privé, écoute Félix, voilà ce qu'ils ont fait, etc., etc., parce qu'on ne va pas te faire prendre en flagrant délit d'ignorance. Voilà. Mais je ne vais pas venir en public contredire quelqu'un avec lequel je mets le même combat, parce que je donne. Ces gars sont très forts. Ils vont vous faire dire. Très fort. Enregistrez la partie si vous partagez, les amis. Écrivez ça. Écrivez ça. Comme un professeur Sakado disait souvent. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc la politique, c'est l'apparence. C'est l'apparence. C'est pour ça qu'on fait les campagnes électorales. Ce sont les non-dits. Et vous avez des gens intellectuellement calés, mais on ne fait pas la campagne électorale avec ces gens-là. On s'adresse, on instruit les gens, on les amène à adhérer. Il y a une avocate qui fait partie de mes amis Facebook que j'ai convaincue, une avocate parisienne. On ne se connaît pas dans la vie, mais que j'ai convaincue à la cause du professeur Camteau. Je lui ai dit, mais le professeur Camteau, son vice-premier président, c'est un nordiste. Elle me dit non, si vous les Bamileke, je lui dis mais moi je ne suis pas Bamileke, je suis du Nord. Je ne connais même pas le professeur Camteau dans la vie. Mais quelle est la raison pour laquelle je le soutiens? Mais c'est son projet de société. Le professeur Camteau n'a pas dit que voilà, s'il devient président, il va me donner une montre en or avec $1 million. Non, ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est qu'il va ouvrir le Cameroun. Et ce que moi j'ai envie de faire, je pourrais le faire librement. Sans que un commissaire m'enferme parce que lui sort avec la sœur de Wefrey et Kanga. Voilà. Je pourrais dire ce que j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que demain, quand on devient président, il va me nommer ministre, pas du tout. Nous nous battons parce que s'il y a des choses dans mon Adamawa que je vais faire écouler comme du coton, il y aura la route pour ça. Je peux partir de chez moi en Gaoundéré, venir vendre des choses à Douala et à Bafoussam et revenir le même jour. Parce que la route sera praticable. Alors lui dit qu'il va faire ça. Peut-être que c'est un menteur, mais je lui accorde le préjugé favorable. On a eu quelqu'un depuis 43 ans qui n'a rien fait, mais on peut quand même, à un fils du pays, il n'est pas tchadien, il est camerounais. Il peut quand même faire des choses. Donc, on lui accorde le bénéfice du doute. Est-ce que c'est un crime que de présenter à ses compatriotes un projet de société alternatif? Est-ce un crime? Pas du tout. Donc, nous avons, c'est le travail que je demande aux gens de faire. Au lieu de s'attarder sur les histoires de mandat représentatif, mandat bidon, le professeur Camteau l'a dit. Donc on ne revient pas dessus. Donc si quelqu'un vient vous parler des histoires ici, demandez-lui s'il connaît le programme du professeur Camteau. Qu'est-ce qu'il dénonce dans ce programme? Est-ce qu'il y a une ligne du programme du professeur Camteau qui dit, voilà, moi Camteau, dès que je deviens président, je vais tuer tous les bêtis, je vais distribuer de l'argent à tous les Bamileke, je vais chasser tous les non-Bamileke. Est-ce qu'il y a une ligne de son programme qui dit ça? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit des infrastructures? On lui demande, vous allez faire comme en Côte d'Ivoire. Il dit, je peux faire mieux. On dit, mais vous allez prendre de l'argent. Oui, il dit, mais je ne dépenserai pas un centime. Pour faire les autoroutes, j'ai fait l'appel d'offres. Les gars vont se payer sur la bête, 20, 30 ans, etc. Réduction du train de vie de l'État. Il dit, moi, j'ai une vieille Land Cruiser achetée en occasion qui marche encore. Je n'ai pas eu de voiture ministérielle. Mais pourquoi est-ce qu'on doit donner à un ministre une voiture qui coûte 80 millions avec des bons d'essence de 400 millions, etc. C'est ce qu'il dit. Alors nous le prenons au mot. Nous disons chiche. Donnons-lui une chance. Parce qu'il ne peut rien faire sans être en situation de pouvoir. Donnons-lui une chance pour le Cameroun. Pour notre pays. Parce que quand on va me donner à moi une boîte de sardines et une baguette rassis avec 2000 francs CFA, en quoi est-ce que ça va avancer les affaires du Cameroun? Quand ma mère ira à l'hôpital, on va lui dire non, tu seras guéri parce qu'on a donné une boîte de sardines à ton fils. Donc voilà ce que nous faisons. Mais dire que nous soutenons la candidature du professeur Camteau et que nous appelons de nos voeux à son élection ne signifie pas que nous détestons Paul Biya. Nous disons Biya, surtout nous. Moi j'avais 18 ans quand il est devenu président. Je me suis battu à Paris pour le défendre. Nous l'avons accueilli avec un préjugé favorable.
il a fait un discours, sa première visite en France. Il a dit, un Camerounais ne doit plus s'exiler pour exprimer ses idées. Quant à l'UPC, un journaliste lui avait posé la question, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui se réclament de ce parti, et s'ils veulent rentrer, rien ne les empêche. Donc on a applaudi à Touron. Mais 43 ans plus tard, le compte n'y est pas. Quand il arrive aux affaires, le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire. Mais nous sommes aujourd'hui un pays pauvre, très endetté. Quand Biya arrive au pouvoir, Wilfried, je ne sais pas quel âge tu avais, mais demande au professeur Kamto, il va t'expliquer ça. Les Chinois venaient apprendre à fabriquer des pièces de moto de rechange au Cameroun. Les motos, ils fabriquaient ça au Cameroun, à Douala. Voilà. Les Camerounais fabriquaient une marque de moto que les Nigérians voulaient nous acheter. Oui. Oui. C'était 9 ans avant ma naissance. Oh mon cœur. Voilà. Demandez au professeur Kamto si je mens, il va vous dire. Mais même le les Cameroun chaussures, même les chaussures, mais le Cameroun était avancé. Le Cameroun prêtait de l'argent à la Malaisie. Quand la Chine a eu l'indépendance, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun qui lui a prêté l'équivalent de 500 millions de francs CFA aux Chinois. C'est pour ça que les Chinois ont une relation très spéciale avec le Cameroun. Non, vraiment. Ah. Donc on a... le Cameroun, vous n'avez pas connu. Moi, je vivais en province à Fumban. On pratiquait à Fumban. Il y a un garçon que j'ai rencontré sur les réseaux qui s'appelle Wanji. Son grand-père était médecin à Fumban. Il pratiquait des opérations à cœur ouvert. Opération à cœur ouvert, c'est comme quand vous avez une voiture, on enlève le moteur, on met à terre. Donc, on enlève ton cœur, on met à terre. On ne t'envoie même pas à Bafoussam. C'est vivant en Europe que j'ai appris le mot évacuation sanitaire. Ça n'existait pas dans ma sémantique. On te soignait sur place. Et les écoles avaient des centres de soins. Les écoles, je parle des écoles primaires, il y avait la bourse à partir du lycée. Vérité. Je crois les 5 premiers, quelque chose comme ça. Les 5 premiers étaient boursiers. Voilà. Mais j'ai eu le père de Cabral Libi comme professeur à Fumban. Et c'est M. Ngenge qui engueulait le préfet, qui lui disait, moi Ngenge, je suis A2, je te paye. Voilà, les enseignants camerounais allaient en vacances en France avec leur argent, pas pour demander l'asile. Il va en France avec son argent, il achète la voiture pendant les vacances et il revient. Tout le professeur était véhiculé. Mais le volume, le rythme est bon. Mais aujourd'hui, vous voyez des professeurs, des professeurs, ils t'écrivent un texte, ils ne savent pas la nuance qui existe entre le passé composé et l'infinitif. Un professeur. Et vous avez des cousins, des neveux qui passent la licence, ils t'envoient une lettre, c'est truffé de fautes de syntaxe. Mais parce qu'ils sont mal formés. Vérité. Ils sont mal formés. Ahidjo était un dictateur, oui. On disait du Cameroun que c'était une prison à ciel ouvert, oui. Mais le Cameroun, nous qui partions du Cameroun pour aller étudier ailleurs, mais on survolait les autres. Mais terriblement. On survolait les autres. On disait les Camerounais, c'était dans les institutions internationales, les Camerounais étaient partout parce que le président Ahidjo n'était pas jaloux. Il donnait, parce que vous savez, pour vous nommer dans une organisation internationale, il faut l'aval de votre pays d'origine. On a failli avoir Michel Kingedo, on a failli l'avoir comme premier africain secrétaire général des Nations Unies. Mais vous savez qui a mis le veto? Un certain Paul Biya. Vérité. On a créé un poste spécial au Kenya pour les Nations Unies. On a pressenti le professeur agrégé d'économie Georges Ngango, les gens qui ont applaudi quand Biya est venu. C'est le secrétaire général de l'ONU, c'était un Péruvien, Javier Pérez de Cuellar. Il a nommé le gars devait prendre l'avion à Douala, Fauchivet lui arracher le passeport à l'aéroport. On dit tu vas nulle part. On dit tu vas nulle part. Et donc, quand le professeur Kamto s'en va, quand il quitte le gouvernement, Paul Biya lui en veut jusqu'à mort et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça la clé. Je m'adresse aux plus jeunes. Parce que c'est pourquoi vous allez me demander. Mais Paul Biya, c'est un jaloux né. Il adore le végétarien, mais à condition d'être l'unique vedette. Il est comme tous les dictateurs. Vous savez, les dictateurs veulent être président de tout. Si vous faites une équipe de football, on dit, voilà, Wilfried Ekanga, il est président des footballeurs de Mvogada. Les dictateurs vont se fâcher. Parce qu'un dictateur, il veut être président de tout. Prenez le cas de Paul Biya. Il s'est fait nommer chef chez tout le monde. Chez lui, on l'appelle Nongi.
chez les Douala, dans le Ngondo, on l'a acquis et tout ça, chez les Babou, on lui a donné un certain nombre de pouvoirs. Mais il ne sait pas que c'est une malédiction. Tous les anthropologues vont vous dire ça. Il est fils de catéchisme, mais pour parler français, son père c'est un paysan. Il n'a pas de sang retiré dans lui. Mais on l'amène dans des trucs comme le Ngondo, des trucs comme le Kumze. C'est une malédiction. Je vais vous dire pourquoi il est jaloux. Pierre Désiré Ngo, qui fait partie de ses supporters contre Aïdjo. Désiré Ngo est un natif de Bolova. Il s'est rendu compte que les Camerounais ne parlaient que de Douala Mangabel. Ne parlaient que de Douala Mangabel. Parce que combien de Camerounais savent que Douala Mangabel est mort le même jour que Paul Martin Samba. Martin Paul Samba. Par pendaison, le 8 août 1914, et Paul Martin Samba le même jour, mais par peloton d'exécution. Donc, il a donc décidé de faire une fondation Paul Martin Samba. Il a invité tous les chefs traditionnels. Mais quand Biya a pris, il a invité le sultan de Bamoun le même jour. Biya a demandé qu'on arrête. Sur un projet de capitalisation de la CNPS qu'ils avaient fait. Mais Désiré Ngo n'avait pas pris même un seul bonbon. Mais quand Biya veut vous arrêter, à cause de son pouvoir, il va vous arrêter. Il vous arrête, il vous met en prison. Quand il a appris que les gars, quand Sarkozy était candidat, il a envoyé, comment on l'appelle, Aïssi, quelque chose, il est au gouvernement là-bas, aidez-moi les amis. Un certain Aïssi là. Aïssi Eyebe. Voilà, Aïssi Eyebe, il a envoyé Aïssi Eyebe, mon ami Jean-Marie Atangana Mebara, je pense Marafa. Il leur a donné l'équivalent, enfin il leur a donné de l'argent d'aller donner à Sarkozy, comme ça se fait, pour la campagne. Mais quand ils ont ouvert l'enveloppe en route, ils se sont aperçus que c'était 400 000 euros. Donc ils se sont cotisés, ils ont porté la somme à 3 millions d'euros de leur propre poche. Ils vont donc donner à Sarkozy comme la contribution. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais le problème, c'est qu'ils ont spécifié à Sarkozy que, bon, le président vous a donné 400 000, bon, nous avons estimé que vous êtes dynamique, voilà, vous avez un autre regard, vous n'êtes pas de la classe de Chirac et tout, donc nous nous sommes cotisés, l'autre c'est nous, et puis ne nous oubliez pas. Sarkozy en parle à Bongo. Entre-temps, il y a une délégation camerounaise qui s'en va voir Bongo. Bongo demande à Aïssi Eyebe de dire à Biya de venir le voir. Donc Biya l'appelle, il lui dit non, Paul, viens à Libreville me voir. Biya va là-bas, il lui dit tout. Biya revient au Cameroun, il donne l'ordre qu'on arrête les gars. Parce que pour lui, on veut prendre sa place. Donc là où les Mébara sont en prison, sauf événement imprévu et donc improbable, je ne vois pas par quelle alchimie ils vont sortir. Parce que Biya, quand vous vous attaquez à son pouvoir, il ne badine pas. Et là-dedans, on va trouver des victimes collatérales, comme les Mendozais et consorts. Donc, on déteste tout ça pour vous dire pourquoi est-ce qu'on déteste le professeur Kamto. Parce que le professeur Kamto se comporte comme quelqu'un qui a vu le roi nu. Parce que quand on voit le roi nu, on va en exil. Mais il a vu le roi nu et il est là. Donc, son regard, le regard du professeur Kamto, renvoie à Paul Biya sa nudité. Parce que on ne l'a pas limogé, il est parti de lui-même. Et pour eux, c'est un acte de trahison. Et il ose faire des propositions défiant ce que Biya fait. Donc on a ça. Mais dans le même temps, vous allez trouver des personnages médiocres qui vont jouer la carte du tribalisme. Chacun vient régler ses comptes. C'est-à-dire que chacun a son agenda. Quand vous prenez Elie Milobé, qui au moyen de la Bible veut expliquer le code électoral camerounais, comment est-ce que vous allez expliquer le code électoral à partir de la Bible? Donc, il veut expliquer cela, et dès qu'il prend la parole, je sais ce qu'il va faire, parce que c'est tout de suite des pics contre le professeur Kamto, et s'il tient 2 secondes d'apprentissage, il commence à attaquer nos compatriotes américains. Et c'est ils ont peur, parce qu'il y aura un changement, qu'ils le veuillent ou pas. Et je vous ai toujours dit, les amis, on ne demande pas à son geôlier la liberté. On la prend, on l'arrache. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que des gens comme les Wilfried et Kanga énervent ce système. S'ils avaient un moyen de le faire taire, ils le feraient. Et c'est pour ça que je vous dis, les amis, Wilfried et Kanga fait partie des gens
euh, donc à côté desquels on doit dresser une sorte de bouclier. Donc vous n'acceptez pas ici les gens qui viennent être désobligeants. Vous venez ici, vous allez parler la langue du MRC. Alors, même si on vous dit que le Cameroun est plus grand que les États-Unis, vous acceptez ou bien vous dégagez. Voilà. Alors les amis, j'en ai terminé. Si vous voulez m'interpeller, je suis à votre disposition. Majestueux, magistral. Je pense que Wilfried voudrait quand même réagir quelques minutes avant qu'on ne donne la parole à celui qui est monté sur le panel en dernier, au nez. Et après, Destiné et Dame juste pourront réagir. Alors, Wilfried. Oui, je vais réagir et après je partirai. En tout cas, si tu n'étais pas là, Jean-Pierre, évidemment, je ne serais pas remonté parce que Félix a la mauvaise habitude de me prendre en otage. C'est un biaïste caché, c'est-à-dire je passe mon chemin et après il veut que je sois là. En tout cas, comme d'habitude, hein, et ceux qui nous écoutent ne me démentiront pas, c'était de la grande qualité ce que tu as produit ici. J'espère que comme Emma Rose leur a demandé, nos chers biaïstes qui sont à la fenêtre ont noirci leur page de notes parce que c'est important. Le principal problème qu'on a avec les gens d'en face, ce n'est pas qu'ils soient ignorants, je l'ai déjà dit ici, c'est le fait qu'ils soient ignorants de leur ignorance. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui ne sait même pas qu'il ne sait pas, là, ça devient dangereux parce qu'il va crier pensant savoir. Or, il ne sait rien. Le fait de savoir qu'on ne sait pas fait qu'on se remet au moins en question et on est prêt à apprendre. Et quand on apprend, on est toujours gagnant. Donc, j'espère vraiment qu'ils se sont mis à apprendre. Ce que tu as dit, Jean-Pierre, était très juste. Oh, et tu as même oublié de mentionner que le Cameroun a eu successivement 2 secrétaires généraux à l'OUA, juste après les Guinéens Diallo Telli, le ministre Sékou Touré, on a eu monsieur Nzo Ekangaki, et monsieur Eteki, et voilà successivement, c'est-à-dire le Cameroun brillait carrément à l'international, outre le fait que le PIB par habitant au Cameroun qui dépassait les $200 était supérieur au PIB chinois. On ne part même pas à la date de l'autonomie de la Chine en 1949, parce que l'on peut me dire qu'on était encore sous tutelle en 1980, c'est-à-dire quand Deng Xiaoping prend les commandes de la Chine 4 ans après la mort de Mao Tse-tung. La Chine est une sorte de grand malade. On l'appelait, en Allemagne là-bas, on l'a désigné, bon, je connais pas trop la formulation en français, mais on disait der Krankmann Asiens. En français, on peut traduire par l'enfant malade d'Asie. C'est-à-dire quelqu'un qui a toutes les potentialités, qui était même à l'époque une grande puissance, mais qui aujourd'hui est complètement à genoux. Ils avaient subi tout type de singerie, les guerres de l'opium, 2 guerres successivement, en 1839 et 1842, et la deuxième entre 1856 et 1860, où les Britanniques ont obligé les Chinois à consommer la drogue qu'ils cultivaient en Inde pour abrutir toute une population et l'empêcher de se lever. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui est maintenant drogué sous Paul Biya. Le paradoxe que je vais mettre en exergue ici, c'est que tu vas dans une période où, quand on confie le pouvoir à Paul Biya, début des années 80, la Chine, c'est un pays qui meurt de faim. Ils ont certainement réussi à fabriquer la bombe atomique en 64, mais le prix à payer dans le fait que Mao a tout misé sur la production militaire, c'est que au niveau agricole, les calculs n'étaient pas bons. Donc ils ont connu tout type de marasme. Il y a eu une énorme famine entre 1958 et 1961. En 3 ans, ils ont perdu l'équivalent de la population camerounaise actuelle. 30 millions de personnes mortes de faim en 3 ans. Un vrai traumatisme. En fait, la Chine revient de très loin. Et lorsque Deng Xiaoping va récupérer le pouvoir, il a, la jalousie de son pays. Il a une arrogance de projection, arrogance dans la prospective. Il n'a pas que l'arrogance dans la conservation du pouvoir comme Paul Biya. On peut lui reprocher l'absence de démocratie, mais au moins, il y avait une vision de développement. Les 4 modernisations qu'il a implantées à la lettre, telles qu'elles ont été dessinées par son premier ministre Zhou Enlai. Sauf que Paul Biya, lui, il a copié la conservation du pouvoir, le musellement des opposants, mais il n'a pas copié le volet modernisation. Ça nous envoie donc à une situation où une ville qui a été créée en 1980, la ville de Shenzhen, c'est-à-dire
Elle n'existait pas dans son aspect, enfin dans sa configuration administrative actuelle, dans son statut administratif actuel, elle n'existait pas en 1980. Mais Shenzhen est aujourd'hui, dans les années 2020, la ville qui a créé, qui a fabriqué les ordinateurs PBHIV, que Famdongo est allé acheter des ordinateurs qui coûtent 80 euros sur comme ils appellent ça, sur eBay, qu'il est venu facturer il y a 300 euros au Camerounais à près de 200 000 francs. Et voilà, c'est-à-dire, tu as carrément un pays qui est au-dessus d'un autre relativement. En 1980 et une poignée d'années plus tard, 2, 3 décennies plus tard, tu as carrément le même pays qui part pas commander, mais commander des ordinateurs que le pays qui était jadis pauvre fabrique aujourd'hui. Et ceux qui fabriquent les ordinateurs à Shenzhen, ce sont des petits... C'est même pas de vrais ordinateurs, c'est des Game Boy. Vous avez vu les calculatrices à eau que Famdongo nous a ramené là. Je trouvais le sigle fort opportun des PBHIV. PB pour Paul Biya ou PB pour... C'est-à-dire, j'étais absolument d'accord avec le PB qu'on a mis là, c'est-à-dire PB pour problème, effectivement, Platinium, 300 000 francs, 300 000, ouais, carrément, c'est à plus de 300, 400 euros, des choses comme ça, des trucs que tu trouves à moins de 100 euros en ligne, que des petits étudiants, quand on leur dit, bon, pour valider votre stage de fin de semestre, chacun va concevoir un modèle d'ordinateur, c'est ces petits trucs-là. Même à l'école primaire, en Europe où nous vivons ici, les ordinateurs qu'on donne aux enfants qui vont à l'école ici, que l'école offre. En France, par exemple, même dans les quartiers les moins huppés du nord de Paris, par exemple, vous avez des enfants qui, justement pour leurs travaux à la maison, reçoivent des ordinateurs, de vrais ordinateurs, pas la Game Gear de Famdongo. Et qu'est-ce qui fait donc que Shenzhen ait un dynamisme comme celui-là? C'est que Deng Xiaoping crée ces villes avec une projection d'avenir. Il se dit... Ok, nous sortons des années Mao Tse-tung, on était dominé par l'idéologie du communisme à l'état pur, et ça manquait un peu d'applicabilité, c'était pas très réaliste, c'était bien au niveau du principe, mais voilà, il faut à un moment donné qu'on soit réaliste et qu'on mette en place les vrais jalons du développement. Ils disent donc, nous on va faire une sorte de syncrétisme, de mélange, on va faire du maoïsme, mais un peu particulier, ce sera un mélange de socialisme, de capitalisme, voilà, je vais appeler ça à la sauce chinoise, c'est vraiment le développement à la sauce chinoise. Et il va dire, c'est l'efficacité des méthodes qui est importante. C'est de lui d'ailleurs, c'est à lui qu'on a attribué la fameuse phrase « Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc pourvu qu'il attrape la souris ». Donc il se foutait pas mal qu'on dise que oui, mais ça c'est des méthodes occidentales, ce n'est plus l'idéologie de la Chine antique. Il s'est dit non, tant que ça nous construit des TGV, des métros, des lignes de chemin de fer, des ports, des trucs, des usines de voitures, il y a absolument pas de problème. Donc il va désigner certaines régions dans le littoral de son pays. À l'est du pays notamment, des endroits comme Guangzhou, Shenzhen, Macao, c'est-à-dire des trucs qui ressemblaient des petits villages de pêcheurs qu'il va vraiment transformer en ce qu'il a appelé les ZES, les zones économiques spéciales. Le principe est le suivant, nous allons implanter ici certaines réformes et on va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est des zones économiques spéciales, donc c'est pas tout le pays. Si les réformes ne fonctionnent pas, au moins ça n'a pas contaminé toute la Chine, dont les dégâts sont limités. Par contre, si ça fonctionne, ce sera excellent. Ça va se propager ça va faire profiter tout le pays. Donc, dans la ville de Shenzhen, par exemple, comme dans beaucoup d'autres, le principe, il est comme je dis, assez simple. On fait venir les investisseurs étrangers, on leur permet d'implanter leurs entreprises sans payer ou en payant très peu de barrières douanières, mais contrairement au Cameroun où l'imbécilité du régime de Biya les conduit à exonérer les entreprises étrangères de douane sans que le pays n'en profite, la Chine va élaborer des conditions. Première condition, quand tu viens implanter ton entreprise ici, déjà elle doit faire une sorte de joint venture, une sorte de partenariat avec une entreprise locale, une entreprise nationale locale. Et l'avantage avec les entreprises nationales locales, c'est qu'elles sont subventionnées par l'État. Quand l'État est actionnaire d'une entreprise, elle est littéralement, en liquidité illimitée. Elle ne va pas souffrir de manque de cash flow. Donc, ça avantage déjà d'office les entreprises chinoises par rapport aux entreprises françaises comme Renault et machin qui sont en principe privées. Et le deuxième principe, c'est
évidemment, vu que nous sommes co-actionnaires, nous allons siéger au conseil d'administration. Et si nous siégeons au conseil d'administration, il y a obligatoirement partage de technologie. Pour implémenter dans le fameux partage de technologie, troisième principe, tu ne dois pas avoir moins de 51 employés chinois. Tu es malade, tu viens construire ton entreprise chez nous et on est minoritaire dedans. C'est donc comme ça que la Chine va commencer à copier, à tricher, à copier, à stocker, à conserver ce que les Français et consorts viennent implanter chez eux, les Occidentaux. Sauf que les Occidentaux se croient malins, ils envoient de vieux modèles. Tu vois, une entreprise comme Renault, elle sait que elle s'est rendue compte au fil du temps que les Chinois copient, donc elle envoie les anciens modèles quand en France on est dans le nec plus ultra, la dernière génération par exemple de véhicules. Mais la Chine va finalement apposer une condition et dire ah non non non, on n'est pas les dindons de la farce, on n'est pas la poubelle, on refuse d'être à nouveau la poubelle de l'histoire. Soit vous venez aussi implanter les modèles les plus récents chez nous, soit vous pliez bagages. Et c'est comme ça donc milieu des années 90, début des années 2000, c'est maintenant le NIO, c'est-à-dire la même chose, la dernière génération qui naît en Occident, c'est aussi la dernière génération qui est montée dans une usine en Chine. Et c'est comme ça qu'avec le début des années 2000, la moquerie, on ne se moque plus. Progressivement, on ne se moque plus d'un produit en disant c'est du chinois. Le chinois commence petit à petit à fabriquer la même qualité qu'il a en Occident avec pour projection de les dominer. C'est ça qui a différencié donc Paul Biya à Deng Xiaoping. Quand vous voyez que nous ne soutenons pas Paul Biya, c'est parce qu'on a vu des gens prendre le pouvoir presque au même moment comme lui, des dictateurs si vous voulez. Mais au lieu de copier absolument tout, c'est-à-dire ils pouvaient les priver de démocratie, ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que vous entendez les Chinois réclamer la démocratie? Ils n'en ont rien à foutre, ils sont riches. C'est le pays au monde avec le plus grand nombre de millionnaires. Donc, si Paul Biya regarde Deng Xiaoping, puisqu'il y a eu des rencontres avec les Chinois, les visites des émissaires chinois au Cameroun, lui-même il s'est rendu en Chine, évidemment, il a regardé comment on opprimait, comment on empêchait la liberté d'expression, censurait les journaux, il s'est dit, ah tiens, c'est intéressant, je vais plagier ça. Mais quand Deng Xiaoping lui dit aussi que, mais au niveau du développement et du tralala, tu ne plagies pas également, ça n'a pas trop semblé l'intéresser. Tu as donc la Chine qui se retrouve avec la première ligne de TGV inaugurée en 2007, avant les Jeux Olympiques. Nous sommes en 2025, en moins de 20 ans, la Chine non seulement a le réseau de TGV le plus long du monde, mais il est 10 fois, je dis bien 10 fois plus long que celui de la France. Or, le réseau français voit le jour en 81, la première ligne, le TGV Sud-Est, que les Français avaient mis sur pied en 81, le premier train à grande vitesse en Occident. Mais les Chinois, aujourd'hui, au-delà des 2000 km de TGV en France, ont 22 000 lignes de TGV. C'est la moitié de la circonférence de la Terre. C'est-à-dire, tu mets les lignes de chemin de fer, pas les trains ordinaires. Je sais, les trains à grande vitesse, c'est pas pareil. Les TGV, c'est quand tu commences à partir au-delà des 250, 300 km/h, là, ça devient un TGV, parce que les trains ordinaires n'atteignent pas cette vitesse. Et ils ont 22 000 km rien que pour les TGV. C'est-à-dire la moitié, la circonférence de la Terre, c'est 40 000 km. Donc la moitié, si tu veux faire le tour de la Terre, la moitié, en alignant le chemin de fer chinois, tu fais la moitié du tour de la Terre. Et c'est pas petit comme planète, la Terre, elle est gigantesque. Et quand tu regardes dans les fabrications chinoises, tu vois une ressemblance incroyable entre le TGV chinois et le ICE allemand. Parce que Siemens est venu en Chine, dans des villes justement que je mentionnais, là, les Shenzhen, les Guangzhou, les Macao et consorts, venir implanter ces usines avec les conditions que je vous ai données. Et petit à petit, les Chinois se sont mis à copier et à fabriquer la même chose, d'ailleurs en mieux, puisque le train chinois, il est plus large. Il y a une rangée de sièges supplémentaires par rapport au ICE allemand. Ils ont étudié, ils ont copié ce que l'autre a fait, ils ont perfectionné ce que l'autre faisait. Les projets, les petits projets des jeunes entrepreneurs en herbe sont subventionnés, on regarde et on dit, ah, ça c'est intéressant, ça peut nous aider. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi? D'une bourse pour aller aux États-Unis. Vous voyez des Chinois partout. Ils sont au MIT, à Boston, ils sont à Cambridge, ils sont à Panthéon-Sorbonne, c'est-à-dire ils sont absolument partout. Ils regardent, ils copient, sans compter les faux touristes, des gens qui viennent à Paris, à Berne, dans des petits villages suisses là. Ils filment, c'est-à-dire ils passent le temps à filmer. Pendant que vous mettez sur Facebook, ils rentrent en Chine, ils fabriquent des répliques exactes
intactes de villages et de petites villes suisses, allemandes qu'ils ont vues en Occident. C'est-à-dire, c'est des espions nés. Le gouvernement chinois a subventionné le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Les Africains naïfs ont applaudi. Ils se sont dit qu'on allait leur donner 100 millions, 200 millions de dollars comme ça pour rien. On a remarqué, après quelques temps, qu'il y avait c'est-à-dire à un certain moment donné de la nuit, à des horaires fixes d'ailleurs, les serveurs les serveurs des bureaux du siège étaient en résonance et on se demandait mais on a tout éteint, les gens sont allés dormir, les bureaux sont fermés, d'où viennent les signaux que nous percevons ici? Petit à petit, on a constaté que, évidemment, les Chinois, en construisant le siège, avaient installé leur logiciel dans les dispositifs, dans les lignes électroniques, dans les tuyauteries, absolument partout, pour pouvoir activer et récupérer les données depuis leur centre d'opération en Chine. Ça fait que tout ce que vous avez eu comme réunion, tout ce que vous avez compilé comme données, tout ce que vous avez consigné comme rapport, ils sont au courant de ça, sans compter les micros qu'on a retrouvés même encastrés dans les murs. Ça ne plaisante pas. Quand nous, on croit que le développement, c'est de la plaisanterie. Paul Biya, lui, donc, au lieu d'avoir ce type de vision, a tout misé sur la répression des opposants. Jean-Pierre Dupont l'a présenté avec brio, c'est-à-dire les dommages collatéraux comme Mendoza, même ses meilleurs amis ont payé par ricochet les balles perdues pour sécuriser certaines affinités. On a dû sacrifier certains agneaux. Et évidemment, des gens comme Thierry Atangana, non, il l'a vu sauve que par miracle avec l'entremise de la France. Sinon, des Titus et Joe et consorts. Sinon, je suis d'accord, des gens comme Atangana Mabara, des gens comme Marafa et consorts. Il y a aucune chance qu'ils soient en liberté sous Paul Biya. C'est des gens, limite, tu as même pitié avec du recul, tu te dis mince. C'est des mercenaires, c'est des fossoyeurs de la fortune publique, tout ce que vous voulez. Mais ça fait quand même une certaine période qu'ils sont là-bas, on pourrait les employer à autre chose d'intérêt général. Mais non, Paul Biya, à partir du moment où tu as osé t'attaquer à son pouvoir à un moment donné de ta vie, laisse tomber, c'est mort. Même si on va te donner en fonction de ton âge, un âge où on sait que tu ne sortiras pas de là vivant. Et même si tu dois sortir de là vivant, et que Paul Biya, lui, est encore en vie, c'est ta sortie qui sera renvoyée. On va entendre dans les journaux que oui, en fait, il avait déjà purgé sa peine, mais on sait pas pourquoi le dossier traîne, ça fait 3 ans que ça traîne, Bon, c'est ça, là, la réalité sous Paul Biya. Pour dire aux uns et aux autres, je termine par là, que ce n'est pas par fantaisie si nous ne soutenons pas Paul Biya. C'est parce qu'il n'a aucune vision. On ne peut pas avoir 2 représentants successifs au siège de l'OUA, des gens qui vraiment avaient de la personnalité. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des figurants, des gens qui, quand ils ont même une fonction à l'international, elle a plus valeur de faire valoir plutôt que de fonction réelle. Donc c'est dans ce registre-là. J'ai écouté Ibrahim Traoré aujourd'hui, qui parlait de l'arme, de la nécessité d'avoir le nucléaire au Burkina Faso, en disant que en fait, on mystifie les choses qui sont en fait simples. Le nucléaire fonctionne sur le mécanisme E égale à mc carré. C'est-à-dire plus ou moins, je suis pas physicien, il dit un neutron frappe un noyau, ça libère de l'énergie. Le principe de E égale à mc carré, c'est quoi? C'est-à-dire l'énergie d'un corps au repos est égale au produit de la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Tu mets ça en exergue, évidemment, fusion nucléaire, fission nucléaire, tout ce que vous voulez, nucléaire civil, nucléaire militaire, on a besoin de tout ça. Et on a l'uranium chez nous, il a demandé aux étudiants burkinabés, parce que Vladimir Poutine a promis de grossir les bourses, de doubler le nombre de bourses que les burkinabés recevaient de la Russie depuis que l'ambassade avait été rouverte au début de la transition. Il a promis de doubler ça, et donc Traoré parlait à ses étudiants en disant vous êtes ici pour apprendre, parce qu'on a besoin de cette énergie, on a besoin d'être autonome, on respecte ceux qui ont l'arme nucléaire. Il parle clairement, il fait pas dans la langue de bois, il fait exactement comme Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, qui a compris que tant qu'il n'a pas la bombe nucléaire, on va venir lui... Des gens qui assassinent, qui pratiquent du terrorisme partout dans le monde, vont venir lui enseigner la démocratie et tout le tralala à leur version pour les matières premières en réalité.
Donc, il faut qu'il sécurise d'abord son pays avec les missiles balistiques, l'arme nucléaire et tout. Il y est arrivé et on l'a laissé tranquille. C'est ce à quoi aspirent des dirigeants comme Assimi Goïta, Tchiani, Ibrahim Traoré. C'est ça qu'on appelle la vision, la projection. Ils sont plus dans le politiquement correct. Ils disent les choses. Ils éduquent leur population. Aujourd'hui, tu as Paul Biya qui, lui, te dit qu'il est démocrate, mais qui est incapable d'assumer la démocratie et qui envoie ces gens t'expliquer que non, le mandat non impératif est finalement impératif tout en étant impérativement non impératif. Bref, un globi-boulga pas possible. On a besoin d'un grand ménage. Il faut qu'on se débarrasse de ce nonagénaire pour que les jeunes générations aient un pays qui a un plan d'avenir, une équipe sans système de jeu. Vous avez vu le Real Madrid de cette saison, ça s'est totalement effondré. Il faut avoir une philosophie de jeu, il faut avoir un plan de gouvernance si on veut aller quelque part. Actuellement, là, la finalité, c'est le 6e étage de l'Intercontinental. Malheureusement, tout le monde n'y a pas accès. Donc, on veut le 6e étage de l'Intercontinental chez nous au Cameroun. C'est ce que recherche le MRC pour 30 millions de personnes et non pour une clique de malfrats qui, mettent à genoux tout un peuple. Voilà ce que j'avais à dire. Merci de l'attention. Je ne sais même pas si vous m'entendez encore. Allô, ici la Terre, est-ce que vous me recevez? Oui, ici l'océan, je vous entends 5 sur 5. Alors les amis, quand vous avez Jean-Pierre Dupont et Wilfried Ekanga, Félix, Marlise, Emma Rose, Ramadan sur un même plateau, ça va péter, ça va terminer. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui vont avoir encore des questions? Parce que le problème sur le mandat, Akana impératif, Akana mandat impératif, Akana mandat machin, ça, on est le 21 mai. Mettez ce dossier dans la poubelle. C'est réglé une fois pour toutes. Ramadan aura dans la lourde charge de couper les vidéos et de publier. On va republier et les gens vont garder ça en mémoire. Il a été dit le 21 mai que... Voilà. Et on avance. Maintenant, on va parler dans les minutes qui suivent du programme politique. Parce qu'on est déjà en campagne. Jean-Pierre Dupont a ouvert la porte. On est déjà en campagne. Et comme on a la chance d'avoir ces deux-là sur le plateau, alors d'un côté, on pourra parler de la reconstruction sur le plan du droit, en nous référant par exemple aux impunités avec l'affaire Matisse, avec les Tayam et les Kilam qu'on voit au Cameroun ces temps-ci, et l'impunité. Oh, sur ce plan, Tango, aie pitié de ta vie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Félix, si tu me permets, oui, parce que je vais devoir vous laisser. Donc, c'est très bien que vous parliez de... Et tu vas savoir pourquoi, parce que je vais le dire dans la phrase qui suit, que vous parliez vraiment de campagne politique. Et c'est bien, il y a cette émulation qui commence. Et en parlant donc de campagne, on a une première étape qui se tiendra le 31 mai. À Paris, place de la République, dès 13h. Donc, ce sera un meeting historique de la diaspora camerounaise, du peuple camerounais, de la diaspora même africaine. Hein. Tout le monde est convié, chinois, turcs, russes. Bon, s'il y a plus de Camerounais que de Chinois, on sera évidemment très content. Donc, c'est gratuit. Ce n'est pas le meeting du MRC, c'est le meeting de la diaspora qui croit au changement, quelle que soit son obédience ou sa chapelle politique. Donc moi, je vous invite massivement à nous retrouver tous en tant que Camerounais. Hier, on a fait le réchauffé de tout ce qui est fait de l'unité. Donc venez nombreux, soyons nombreux pour ce moment de patriotisme. Hein. Wilfried n'a pas pu définir ce que c'est que le patriotisme tout à l'heure. Donc vous pourrez, à défaut de ne pas avoir eu la définition, vous pourrez le vivre, hein, ce patriotisme. Donc voilà, vous êtes tous invités. Merci et bonne soirée. Oh, merci beaucoup Emaro, c'est dommage que tu partes. Mais je tiens donc... J'ai une question. Il y aura les beignets haricots là-bas, Emma Rose. Ok, bon, vous allez gérer ça inbox. Celui qui prend les beignets farine ne prend pas les beignets maïs, par contre. Voilà, donc il y aura de tout, mais il va falloir choisir. Malise, tu passes ce bon beignet haricots. Avec la bouillie, n'oubliez pas la bouillie sur ça. Donc, si vous permettez, j'étais en train de vouloir orienter un peu
pour que le débat puisse se focaliser sur l'essentiel. Est-ce que c'est la peine qu'on fasse monter le RDPC sur le panel? À Tango, vraiment, tu as fait ta demande, mais ça n'est pas peut-être à Tango aussi. Je sais pas, il a l'air d'avoir des choses. Parfois par curiosité, il en fait juste en tout cas, il a 30 secondes pour que. Non, Tango, c'est ma personne. Hein. Ah, c'est pour vous là-bas. Vous êtes encore dans les débats, machin là. Je pense que Jean-Pierre Dupont a été clair là tout à l'heure. Bon, moi je propose que dans la suite du débat, on va. Lui propose souvent des solutions. Voilà, c'est ce que j'aime bien. C'est juste pour savoir quel est son problème en fait. Il a dit qu'on fait de la roublardise politique et que vous nous aurez derrière vos fins de citation. Donc c'est ça que moi j'ai envie de comprendre. On t'écoute pas, Tango, un peu plus fort. Depuis un temps là, je vais changer de téléphone bientôt. On m'écoute. Ok, maintenant c'est mieux. Oui, c'est mieux. Là on t'écoutait d'abord comme le gouvernement de Biya, maintenant on t'écoute comme le régime sous la MRC. Non, pardon. J'ai tout le MRC derrière moi, pour moi c'est la poisse, pour moi. Faut dire derrière moi, c'est la poisse. Est-ce que le MRC derrière toi, il est devant toi, mon vieil ami? Faut pas rêver. Il fait quoi derrière toi? Tu vas le conduire à la perdition, il est devant. C'est toi qui suis. MRC dans ma vie. Parce que c'est un parti politique de gros roublards. Des personnes qui... Oui, maintenant parle. Entre dans le vif du sujet. Si tu n'as rien à dire, qui utilise l'intelligence pour tromper le peuple camerounais. C'est ça qui me dérange au MSC. Ok, dis-nous alors la bonne information. Attends, dis-nous la bonne information. Le temps est précieux. Qu'est-ce qu'on a dit de faux? Ne nous dis pas, ne recite pas des éléments de langage. Si quelqu'un fait de la roublardise, donne un élément. Je suis prêt à débattre avec toi sur n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine. Donc si on a fait de la roublardise, le défi est lancé. Dis-nous là où c'était faux, on y va. Le mandat impératif. L'article 6. Ah, c'est très intéressant. Allons-y. Non, moi, je vais article 6, alinéa 6, ça clôt le débat. Tu t'es déjà planté ici, mon ami. Ouais. Mon enfant, je ne sais pas comment il faire. Attendez, pas malade. C'était un malade mental. Pas tous en même temps. Non, mais attends, vite, s'il te plaît. J'ai passé 3 heures à lui expliquer ça ici. On a lu l'article ici. Momo est monté lire l'article ici. Dis-moi, Tango, est-ce que l'article 6 inverse la hiérarchie des normes? Donc, quand le président vous dit... Quand tu réponds même article 6 là, c'est sur quoi d'abord? C'est quelle loi? Article 6 de quelle loi, Tango? Ils ont un nouvel élément de langage, c'est de brandir l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, qui demande de se référer à la loi, sous-entendu la loi électorale pour l'organisation du processus, dans le code électoral. Et dans la tête d'un biaïste, comme la Constitution vous dit de vous référer au code électoral, ça veut dire que le code électoral devient supérieur à la Constitution. C'est-à-dire que quand le président vous dit, bon, pour des détails, adressez-vous au Premier ministre, le président est en train de vous dire que si le Premier ministre me contredit, faites quand même selon les ordres du Premier ministre, parce que maintenant, il m'est supérieur. Qu'est-ce qui vous arrive même à Tango? Vous le faites exprès ou c'est comment? C'est juste par des amours du MRC que vous faites exprès de, je sais pas, de vous compliquer la vie à vous-même. La Constitution n'inverse pas la hiérarchie des normes. La Constitution n'a pas dit maintenant le code électoral est au-dessus de moi et peut vous dire le contraire de ce que j'ai dit. D'ailleurs, le même code électoral, article 4, alinéa 2, précise que l'ECAM, l'organe en charge d'organiser les élections, doit le faire en conformité avec la Constitution. Donc même le code électoral là où la Constitution... Même le code électoral là où la Constitution vous envoie, vous rappelle que, hey, c'est pas parce qu'on vous a envoyé chez moi que je deviens le chef. Référez-vous à la Constitution. C'est-à-dire tout ce que je fais, tout ce que je donne comme principe, c'est en conformité avec la Constitution, ce qui vous a envoyé chez moi. Hein, Tango, quand tu dis que ça clôt le débat, tu penses parler à qui, en fait? Ça clôt le débat où? Chez ceux que vous pouvez y enfumer, c'est vous, les roublards. Là, je viens de te citer la fameuse loi. J'attends ton contre-argument. Pas ton avis, hein. J'ai dit ton contre-argument. Parce que là, je t'ai cité le même code auquel tu me renvoies, qui lui nous dit que tout doit se passer en conformité avec la Constitution. Ah, si ton micro dérange, c'est que même ton micro a compris qu'il ne peut pas participer à une telle entourloupe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si ton micro dérange?
J'aimerais rappeler On n'entend rien, mon que cher Dieu Akongo. a posé cette question tout à l'heure. Ça nous a pris 2 heures pour expliquer, nettoyer les oreilles, déboucher les oreilles, remettre les méninges en Il n'a pas place. compris, là, c'est son problème. Il va prendre Pour 2 heures pour refaire la lui. capo, la structure cérébrale, pour replacer, et il a fui tout seul. Mais là, il revient poser la même question, croyant que je ne suis plus. À mes enfants, je ne dirais pas ce type d'ineptie. La Constitution sera toujours au-dessus du code électoral, quel que soit ce que le code électoral raconte. Et d'après la fameuse hiérarchie des normes, tu l'as bien dit, Wilfried, Jean-Pierre Oui. Dupont l'a également mentionné, et j'ai même pris la peine de faire lire tout l'article 6. Tout l'article 6. Le premier point dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés. Alinéa 2, qui est nouveau, le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. Ça, c'est bien connu. Alinéa 3, l'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Quatrième point, qui était nouveau dans la loi de 96, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. À petit A, le premier A, l'intérim de la présidence, et petit B, le président de la République par intérim, bon, le Sénat et tout ça. Bon. Petit C, toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection, le président de la République par intérim peut avoir, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. Le 5 dit, les candidats aux fonctions de président de la République doivent être des citoyens camerounais d'origine, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. C'est tout. Et le 6e dit simplement, le régime de l'élection à la présidence de la République est fixé par la loi. C'est terminé. Ça complète l'ensemble des 5 alinéas de l'article. Je ne sais pas pourquoi ça les excite en fait, parce que même quand on se réfère au code électoral, ça change en quoi la candidature du MRC. Et même le code électoral le mentionne, Wilfried. Qui a fait tomber Wilfried? Ok, c'est pas quoi là. Je vais poser une question, du coup je vais profiter à présent de monsieur Jean-Pierre Dupont sur le panel. Justement, monsieur Jean-Pierre Dupont, je voudrais savoir justement par rapport à cet alinéa 6 où on dit que c'est voilà, l'élection du président de la République est régie par la loi et on ne rajoute pas, on ne dit rien. Sachant que la Constitution aussi c'est la loi au-dessus des lois, comment est-ce qu'on peut réussir à faire l'amalgame entre la loi
du moins spécifier que ce n'est que le code électoral qui, en ce moment-là, est apte à gérer l'élection du président de la C'est la République. sorcellerie, Marlise. Merci. Je vais laisser Wilfried et Jean-Pierre C'est la répondre. Je crois que c'est à Jean-Pierre qu'elle a posé la question. En tout cas, je voulais juste dire que c'est la sorcellerie. Tu étais tombé, donc voilà. Mais c'est même pas, il n'est pas J'ai fait là. une fausse manœuvre. Ben, je suis là. J'ai fait une fausse manœuvre. Ok. Oui, oui, monsieur Jean-Pierre, je vous écoute. Merci. Mais vous n'avez pas écouté tout à l'heure. Je pense que vous ne respectez même pas les consignes du professeur Camto. Alors, je vais vous traduire. Le professeur Camto dit les mêmes qui lui reconnaissent la qualité de juriste mettent en question ce qu'il a dit. C'est une diversion. Quand vous répondez, j'ai parlé longuement tout à l'heure là-dessus, alors je vous réexplique. En marketing politique, il y a des tactiques. Si vous regardez les combats de boxe, vous voyez un boxeur, à un moment, on est en train de le boxer, et il s'accroche à l'autre boxeur pour l'empêcher de lui donner des coups. Et l'arbitre intervient. Et ça ralentit la dynamique. On engage le combat. Il donne des coups, quand l'autre veut lui donner des coups, il s'accroche à lui. Et les gens de Paul Biya ont distribué beaucoup d'argent à des petits sardinards pour venir faire ce que l'autre est venu faire ici. Et en marketing politique, on appelle ça la diversion ou alors la redirection du sujet. Ça consiste à changer de sujet pour éviter de répondre directement. Ça consiste à reposer la même question plusieurs fois et on se gorsille à vous donner la réponse. Les gens qui font ça n'attendent rien de vous. En dissertation, on appelle ça la rhétorique. C'est-à-dire les questions rhétoriques. Ce sont des questions qui n'attendent pas de réponse. Ça vise les effets. Quelqu'un va changer de sujet parce qu'il veut répondre. Il va vous dire, par exemple, c'est pas le vrai problème. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants, c'est la stabilité du Cameroun, etc. Il va botter en touche. Et là, on est en train de parler de quelque chose de consistant. Il vient vous ramener dans ces débats futiles. Tout ce que vous allez lui dire ce soir, il ne changera pas d'avis. Et il reviendra 2-3 jours plus tard, si ce n'est le même jour, avec le même truc. Et vous avez l'autre technique qu'on appelle la victimisation. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qu'on est en train de faire, le procès qu'on est en train d'instruire au procès Camto, si vous venez du ciel, vous êtes extraterrestre et vous atterrissez, vous débarquez, mais vous avez l'impression que c'est le professeur Camto qui dirige le Cameroun depuis 43 ans. Tout ce qui ne va pas, c'est de sa faute. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'infrastructure, si les hôpitaux sont des mouroirs, si les prisons sont des mouroirs, c'est tout le faux qui s'est fait au Cameroun, mais la réponse est toute trouvée. C'est le professeur Camto. Et là-dedans, vous tombez dessus, vous commencez à vous justifier. Vous dépensez votre énergie pour rien. Parce que quelqu'un va chercher à dire des choses dont il sait qu'elles ne sont pas exactes. Wilfried a expliqué tout à l'heure pourquoi le MRC n'est pas allé aux élections. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire autre chose. Oui, quelqu'un vient, il balance un truc. Oui, le MRC, là-bas, on est des roublards. C'est le MRC qui a créé les lignes 94, 95 et 96. C'est le MRC qui a assassiné le journaliste Martinez Ogo. C'est le MRC qui empêche que Martinez Ogo ne soit pas enterré depuis, etc. Jean-Pierre Mougou Belinga est membre du MRC. Alors, quand vous commencez à donner ces gens vous leur donnez la tribune, vous interrompez tout un programme pour répondre à quelqu'un comme ça. Mais ignorez-le. Ce n'est pas ce qu'il va dire ce soir. Je ne connais pas ses faits d'armes. Je ne connais pas ses qualités antérieures. Et ensuite, on a la langue de bois. On a la technique de l'homme de paille. On va caricaturer l'argument de l'adversaire pour le réfuter plus facilement. Voilà. Et vous aussi, vous tombez dedans, vous commencez à vous justifier. Donc, après, on vous dit, voilà, le MRC a fait quoi? Le MRC n'est pas en situation de pouvoir. Ils n'ont même pas d'élus locaux, en dehors de ceux qui viennent des retraites, pour dire qu'ils ont une responsabilité quelconque. Mais on fait tout ça pour vous amener le débat ailleurs, pour vous empêcher de faire le bilan de 43 ans d'incompétence. Il y a un journal américain, vous avez dû voir ça sur les réseaux, on dit Paul Biya a dépensé 177 millions de dollars en tout et pour tout. Ça, c'est ce qu'on sait en Suisse. On peut parler de ça. Quand on fait des hôpitaux que Ahidjo avait laissés, vous savez les dernières paroles d'Ahidjo quand il est mort d'AVC à Dakar, ce jeudi 30 novembre, c'est Jeune Afrique qui rendait compte à l'époque sous la plume de Siradou Diallo. Ahidjo, il a dit, mais qu'ont-ils fait de ce que nous leur avions laissé? Comment en sont-ils arrivés là?
Ce sont ses dernières paroles. Le MRC existait à l'époque. Pourquoi passons-nous d'un pays à revenu intermédiaire à un pays parmi les plus pauvres, les plus endettés? Nous avons à 2 reprises remporté le trophée de pays le plus corrompu de la planète en coiffant le Nigeria au poteau, s'il vous plaît. Applaudissez pour la performance quand même. Voilà. Mais vous ne parlez pas de ça, vous. Code de ceci, code de cela. Mais attendons. L'élection, c'est en octobre. Si le professeur Kamto est empêché des candidatures, mais nous le répondrons. S'il est candidat, nous le répondrons dans les urnes. S'il ne l'est pas, nous allons le répondre dans la rue. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de diaspora comme nous faisons. Nous allons tous descendre au pays. Vous nous tuez tous. Mais si vous ne le faites pas, on va vous dégager par la force. Voilà. Donc, c'est voilà le débat. Est-ce qu'il y aura un plan B? Est-ce qu'on peut réfléchir à cela? C'est quoi les propositions du MRC? Quand les premiers 100 jours du professeur Kamto au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait comme priorité? Vous lui proposez quoi? Mais au-delà de ça, vous tombez dans des conneries, ouais, tel code a dit ça, tel code a dit ça. Et vous dites ça devant qui? Ce monsieur à qui vous dites ça, il est juriste? Il a quel niveau d'études? Vous n'avez pas à vous justifier. Vous avez un candidat, vous avez un leader qui vous dit, les enfants de ce côté, c'est couvert. Le moment venu, je serai candidat. En l'état actuel de nos lois, absolument rien ne m'empêche. Contentez-vous-en. Voilà. Qu'il soit au Onangini, qu'il soit au Onangini, appelé des gens à débattre avec lui, les gars ne lui répondent même pas, parce qu'il ne représente rien. C'est un intellectuel à gage. C'est un sardinard. On ne lui répond pas, parce qu'on sait de quoi il répond. On connaît sa mauvaise foi. Donc vous ignorez, les amis. Je viens de prêcher pendant 1 heure, mais vous faites les actes contraires. Parlons du programme du professeur Kamto. Il y a une sœur, je pense c'est Emma Rose, qui parle de Paris le 31 mai. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Si c'est là que j'allais. C'est là que j'allais. Sauf que je suis tombé là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais une mauvaise manipulation. Je disais justement que sur le plan des 100 premiers jours, on pourrait évoquer, je parlais ici déjà du cadre juridique. Les premiers projets en termes de cadre juridique, comment faire face à ce genre d'impunité qu'on a au Cameroun depuis qui refait surface ces derniers jours. On a ce qui se passe avec Francis Laou. Si vous voulez parler du droit, mais nous avons un juriste, on s'est dit, bon, nous allons écrire au professeur quand on va lui dire professeur, parce qu'il arrive au pouvoir en octobre. Ça, c'est une certitude. Nous allons lui dire, bon, vous arrivez au pouvoir, voilà ce que nous vous proposons. Au lieu d'hériter des institutions fantoches imposées par le colon, est-ce qu'il y a une possibilité de réfléchir à un gouvernement camerounais en s'inspirant de ce qui s'est fait dans nos chefferies? Par exemple, le pouvoir exécutif serait détenu par quelqu'un qui a la majorité aux élections législatives. On aura un président de la République, mais un président symbolique, comme ça se fait en Suisse et partout, qui n'a pas de réel pouvoir, qui n'a qu'un pouvoir protocolaire comme le roi d'Angleterre. On peut mettre le roi Soukoudjou président de la République pendant 6 mois ou 1 an, et après lui, on va mettre le Lamido de Ray Bouba. Et si on a un autre au Cameroun d'honneur qui arrive, c'est lui qui les rencontre, ils vont manger au palais, on fait le décorum. Après, on va mettre le représentant de Boulou, c'est-à-dire une présidente tournante, à tout le rôle. Mais le pouvoir exécutif est entre les mains de quelqu'un qui est l'émanation d'une élection législative. On peut réfléchir à des pistes comme ça. Et comment est-ce que on peut changer le statut de nos chefs traditionnels qui de facto sont devenus des auxiliaires de l'administration pour leur redonner le pouvoir, pour empêcher la corruption de telle sorte que les chefs ne soient plus corrompus, que ce soit le chef d'une partie du peuple contre une autre partie du peuple qui ne soutient pas le régime. On peut discuter de ce genre de choses. Si vous avez des propositions, vous avez parmi vous Wilfried